France Maghreb 2. Au programme pour ce grand forum en ce jeudi 28 février, la question du jour. Les organisations et figures de l'islam de France doivent-elles rompre avec l'Arabie Saoudite depuis le soutien affirmé de MBS au camp de concentration pour musulmans en Chine? On en parle avec vous dans un instant avec Yasser Louati et Mehdi Chebaiki. Hijab, Décathlon, tirer les leçons des échecs de la lutte contre l'islamophobie. Un avis tranché et tranchant de Yasser Louati à ne pas louper à 17h30. Le grand débat, vos propositions, celles des auditeurs, vos doléances que nous transmettrons à l'issue de ce grand débat après le 15 mars, à ne pas louper tout à l'heure. Le zapping ainsi que les infos zappées au menu de ce grand forum qui vous conduira tranquillement jusqu'à 18h. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec votre émission Le Grand Forum, bien sûr, tous les jours. Votre seule et unique émission de liberté d'expression qui existe encore sur la bande FM. Donc tâchez d'en profiter et tâchons d'en faire bon usage au quotidien de 16h à 18h avec nos chroniqueurs qui apportent un apport considérable au contenu de cette émission avec des profils tout aussi différents les uns que les autres, mais complémentaires en tout cas. C'est l'essentiel et c'est le but recherché au travers donc de ces chroniqueurs qui interviennent au quotidien sur France Maghreb 2, et j'en profite d'ailleurs pour les remercier à titre personnel toutes et tous de contribuer au bon fonctionnement et au succès de cette émission, parce que évidemment vous êtes de plus en plus à nous écouter, à nous faire confiance, et ça nous fait plaisir. Donc chacune et chacun a aussi ce devoir de participer à sa manière. Il n'y a pas de petites déclarations, il n'y a pas de petite participation, c'est chacun vient avec ses bagages et on essaye d'échanger. C'est effectivement le but recherché dans cette émission pour essayer de faire avancer les choses, décrypter un petit peu toute cette actualité quelque peu macabre et sombre. Alors essayons d'y apporter un peu de lumière, un peu d'éclairage. C'est le but recherché donc au quotidien sur France Maghreb 2, 16h, 18h, c'est le rendez-vous que l'on vous fixe avec toujours autant de plaisir de vous retrouver. Mehdi Chebaï qui sera avec nous tout à l'heure, notre Lyonnais, et notre ami Yasser Louati aussi qui est là parce que le jeudi c'est Louati. Évidemment. Et oui, tous les jeudis, c'est Louati. Il arrive, il se prépare et il nous prépare donc tout à l'heure un avis tranché à 17h30 à ne pas louper. Voilà, messieurs, dames. Et on pourra en débattre d'ailleurs de son avis tranché juste après au 01 40 33 9000. Petit rappel à propos de la situation algérienne où les journalistes ont manifesté aujourd'hui. Une quinzaine de journalistes ont été arrêtés, dont notre consoeur Laïla Berato, que certains connaissent et qui a été arrêtée, toujours pas relâchée. D'ailleurs, c'est la seule à être encore qui n'a pas été relâchée. Donc, on attend des nouvelles de Laïla Berato incessamment sous peu. On l'espère en tout cas à la veille de cette grande manifestation prévue demain en Algérie sur tout le territoire avec des centaines de milliers de manifestants attendus en Algérie demain. Et puis donc la marque Nocibé qui fait l'objet donc d'un appel au boycott suite aux déclarations du directeur marketing de cette marque qui s'en est pris à Yassine Bellatar sur Twitter en le traitant de pourriture d'islamiste. Du coup, une campagne sur Twitter s'est engagée à demander soit son licenciement, soit l'appel au boycott de cette marque Nocibé. Voilà pour relater un petit peu la chose, et si vous voulez en savoir davantage, un article détaille au complet, bien entendu, cette info sur le www.francemaghreb2.fr. Mon Yasser Louati, il est là. Il est là, bonjour. Bonjour Yasser, comment ça va? Très bien, toi? Eh ben écoute, parfait. Yasser, alors la question du jour, le sujet à la une de cette émission d'aujourd'hui. Les organisations et figures de l'islam de France doivent-elles rompre avec l'Arabie Saoudite depuis le soutien affirmé de MBS au camp de concentration pour musulmans en Chine, notamment après sa visite remarquée en Chine, MBS. C'est vrai qu'on se la pose cette question, on vous la pose en tout cas, et vous êtes majoritairement à dire oui. Absolument. 96% sur Facebook, 90% sur Twitter, le grand forum FM2 pour voter, France Maghreb 2 sur Facebook pour voter, en nous appelant au 01 40 33 9000. Alors pourquoi? Parce que beaucoup, Yasser, de figures ou d'associations d'islam de France se réfèrent encore aujourd'hui à ce pays, à l'Arabie Saoudite, à cette doctrine wahhabite.
Non, parce que l'Arabie Saoudite fait en fait office de figure tutélaire de l'islam mondial. On sait très bien que toutes les organisations, toutes les fédérations courtisent le consulat saoudien pour des places, ou plutôt pour avoir accès au quota du Hajj. Sauf que malheureusement là, quand on a un soutien affirmé aux camps de concentration, ça devient une faute morale de ne plus pouvoir, de ne pas dire, ben dans ce cas-là, on va rompre les relations avec l'État saoudien. On peut rappeler les faits, peut-être, Yasser, c'est important, c'est d'ailleurs, ça fait l'objet d'une tribune que tu as écrite d'ailleurs. Oui, mais justement, c'est que moi qui justement encore une fois refuse de m'ingérer dans les affaires culturelles et religieuses, là j'ai appelé tous les responsables de ce qu'on appelle l'islam de France à prendre leurs responsabilités. On a Mohamed Ben Salman qui va en Chine et qui déclare sur place que la Chine, je cite, a le droit de combattre le terrorisme et de ne pas externaliser sa sécurité nationale. Lorsque la question lui a été posée, ou lorsqu'il parlait justement des camps de concentration pour les populations musulmanes ouïghours. Donc là, il y a un moment, on peut donc c'est une espèce de soutien finalement. Mais bien sûr que c'est un soutien affirmé, à la répression, affiché, à des camps de concentration qui existent bel et bien en Chine. Il faut comprendre une chose, c'est que MBS étant acculé maintenant depuis l'affaire Khashoggi, maintenant se cherche des nouveaux alliés et il serait prêt à s'allier avec le diable pour rester au pouvoir. Maintenant, j'en appelle du CFCM à toutes les organisations, la consultation des musulmans, la Fédération nationale des musulmans de France, l'UOIF, ce qu'on appelle maintenant musulmans de France, etc., à prendre leurs responsabilités. On ne peut plus se cacher derrière son petit doigt et prétexter, oui, on fait pas de politique. Mais comment et de quelle manière? Est-ce qu'ils doivent pondre des communiqués? Est-ce qu'ils doivent ça serait bien qu'ils fassent unité derrière derrière le refus des camps de concentration avec un communiqué commun annonçant la rupture des liens avec l'Arabie Saoudite. Ce qu'on peut regretter, Yasser, encore une fois, c'est que la semaine dernière, lorsqu'on était en plein cœur de l'agression antisémite dont a fait l'objet Alain Finkielkraut, les organisations dont tu parles, et en particulier CFCM, a pondu 2 communiqués en une journée. Aujourd'hui et cette semaine. Pour commencer, c'était pas une agression antisémite. Oui, non mais d'accord. Alain Finkielkraut a été agressé, certes, verbalement, mais c'était pas antisémite. Oui, ça je suis d'accord avec toi. Maintenant, voilà. Tout ce qui va, à partir du moment où on traite Alain Finkielkraut, c'est ce que disent en tout cas les journalistes et tous ceux qui parlent sur les plateaux. À partir du moment où on traite sale sioniste, Alain Finkielkraut et sale race, c'est pour eux antisémite. À partir du moment où il est juif, voilà. C'est texto que ça commence à être dit. J'ai pas entendu sale race et j'ai pas entendu sale juif. La vidéo a circulé. Sale race, pas sale juif, sale race et sioniste de merde. Voilà, ça a été dit. Sale juif, non. D'ailleurs, même l'intéressé te dit, on m'a pas traité de sale juif. Donc voilà. Mais la question sur justement ces positionnements de cette organisation de l'Islam de France, de ces figures de l'Islam de France, qui sont, on a l'impression, en tout cas, en train de courir après ce qu'on leur dicte. Il faut qu'ils prennent position pour tel ou tel sujet. Pour le reste, ils sont aux abonnés absents. Et d'ailleurs, une auditrice a interpellé une de nos chroniqueuses hier, Faiza Ben Mohamed, sur le fait que, par exemple, il y a eu aucun communiqué de la part des organisations musulmanes de France concernant l'affaire Decathlon. Mais malheureusement, c'est un constat qu'il va falloir partager et duquel il faut prendre note. Ouais. En tout cas, nous on parle évidemment et on pose la question concernant le retrait, enfin de rompre ces relations avec l'Arabie Saoudite. Alors je sais pas d'ailleurs, Yasser, si finalement on peut parler peut-être d'un recul de ces organisations de l'Islam de France vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. On a l'impression quand même qu'elle s'est un peu éloignée des positions religieuses de l'Arabie Saoudite, non? C'est pas ce que tu constates? Non, parce qu'on a encore eu récemment le président du CFCM qui est parti à l'ambassade d'Arabie Saoudite et qui a posté une photo parlant. Nous avons rencontré son excellence, l'ambassadeur je ne sais qui, pour parler de l'islam modéré. Enfin, c'est une farce. On va pas à l'ambassade d'Arabie Saoudite quand on est une organisation soi-disant de l'islam de France, donc ambassade étrangère, pour ensuite faire croire que l'Arabie Saoudite a des leçons à donner en termes d'islam modéré ou de modération tout court. Et donc, bien sûr, l'intéressé m'a appelé dans le quart d'heure et je me suis expliqué. Là, bon, la conversation a été franche, très respectueuse, cordiale, mais je lui ai fait comprendre, Monsieur Grasse, cherchez d'abord votre légitimité auprès de la base au lieu de la chercher auprès des chancelleries étrangères et encore moins auprès de l'État français. Ouais, il faut absolument rompre ces relations. En tout cas, c'est ce que l'on pense avec ce pays. Mais Ben Salman, depuis qu'il est arrivé, il a fait beaucoup de ménage justement. Il a voulu éloigner cette idéologie wahhabite. Non, c'est faux. Il a fait taire tous les critiques. D'ailleurs, les prisons regorgent d'opposants politiques, d'opposants idéologiques, d'imams qui ne sont pas d'accord avec lui. Il a voulu faire croire qu'il allait débarrasser le royaume d'un islam qui serait en opposition avec l'Occident.
Et justement, lorsqu'il l'a fait, il l'a fait pour plaire aux gouvernements occidentaux, et c'est ce qu'il a aussi déclaré en ce qui concerne les droits des femmes, etc. Le problème, c'est que au moment où il déclarait donner le droit aux femmes saoudiennes de conduire, les militantes qui s'étaient battues pour ce droit-là se retrouvaient elles-mêmes en prison. Non, la MBS ne cherchait qu'une caution étrangère pour son règne sanguinaire en Arabie Saoudite. Et la France qui continue de commercer avec l'Arabie Saoudite de manière tout à fait tranquille. Hein. La France là-dessus a une position immorale. Elle soutient la dictature de El-Sisi, elle soutient la dictature de MBS, tant que cela fait fleurir les commerçants d'armes et tant que cela remplit leur carnet de commande. Mais encore une fois, la France se retrouve du mauvais côté de l'histoire, tout comme elle a soutenu l'Afrique du Sud durant l'apartheid et refuse de parler face à Israël. Aujourd'hui, elle soutient la dictature MBS ou Sisi, comme hier elle a soutenu Ben Ali. Alors il y a quelques commentaires par rapport sur Facebook, notamment sur France Maghreb 2 concernant la question du jour, et notamment Mohamed qui nous dit et surtout boycotter le pèlerinage à la Mecque tant que les Saouds sont au pouvoir et utilisent votre argent pour tuer des Yéménites, Syriens, Palestiniens. À la place de ça, aider les pauvres autour de vous, vous gagnerez plus de hasanat. C'est ce que nous dit Mohamed en commentant donc le statut de la question du jour sur Facebook France Maghreb 2. Ça, c'est vrai que c'est un sujet qui revient à chaque fois. Quand on parle de l'Arabie Saoudite, beaucoup appellent au boycott du Hajj. Est-ce que tu crois justement à un boycott du Hajj? Parce que on est un peu partagé sur le sujet, parce que le Hajj c'est quand même une prescription religieuse. Est-ce qu'il faut pas tout mélanger entre la politique, effectivement? Alors dans ce cas-là, je pose la question, Christophe. Si demain Marine Le Pen ou Israël se mettent à gérer le pèlerinage à la Mecque, est-ce qu'il faudra continuer à y aller? Bah oui, mais beaucoup te disent oui, mais c'est une prescription religieuse et tant que j'ai la possibilité et les moyens d'y aller, c'est pas. C'est le problème de restreindre une religion à une question de rite. Il y a quand même une morale derrière. Nous sommes des êtres humains, doués de raison. Nous savons très bien où va notre argent lorsque nous le dépensons. Donc si maintenant, le gouvernement saoudien se met à bombarder l'Algérie, ou le Maroc ou la Tunisie, continueront-ils d'aller au pèlerinage à la Mecque? Je sais pas, la question est posée. En tout cas, Nadia qui nous dit depuis longtemps ça devrait être rompu vu ce qu'ils font au Yémen et vu ce qu'ils font avec leur grand ami Israël. Et là, pour le coup, parlons quand même là aussi de l'absence de condamnation de la part de l'islam de France dans sa globalité concernant les atrocités faites au Yémen, justement par cette coalition menée par l'Arabie Saoudite. C'est un total aveuglement, Yasser. En fait, c'est que déjà j'ai un problème avec le terme islam de France parce que ça n'existe pas. Oui. Nous avons une myriade de représentants autoproclamés, d'organisations avec des ambitions tout aussi divergentes les unes que les autres. Mais par contre, c'est vrai que sur la question du Yémen, on n'entend pas grand monde. Non, quasiment personne. Il y a même personne. une omerta et un tabou parce que c'est l'Arabie Saoudite. Or, l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qui différencie les bombardements émiratis et saoudiens au Yémen des bombardements israéliens de Gaza? Oui, c'est la question elle est posée. La question elle est posée. Peut-être avez-vous la réponse. Je sais pas. Venez nous dire si vous êtes en tout cas pas d'accord avec ce que vous entendez au 01 40 33 9000 parce que vous avez la possibilité de vous exprimer. En tout cas, la question vous est posée aujourd'hui clairement. Pour ce qui est des organisations et figures de l'islam de France, doivent-elles rompre avec l'Arabie Saoudite depuis le soutien affirmé donc de MBS au camp de concentration pour musulmans en Chine? Et c'est vrai que quand ça concerne les musulmans en Chine, quand ça concerne les musulmans au Yémen, quand ça concerne les musulmans en Birmanie, ça ne soulève pas autant de tollé que quand ça concerne effectivement les Palestiniens ou alors les gens du Maghreb. Et encore une fois, peut-être que nous on est tombé dans le piège de tant qu'on n'est pas concerné, tant que nos frères ou nos familles sont pas concernés, voilà, on condamne mais à demi-mot quoi. Et c'est ça qui est triste aujourd'hui et ils ont parié sur cela, Yasser. Oui, mais en fait, là je te rejoins Christophe, mais ça veut dire que demain, lorsqu'il y aura un nouveau bombardement de Gaza, et que les Israéliens diront « Vous n'avez rien dit pour le Yémen, alors dans ce cas-là, taisez-vous », mais ils auront raison. Ouais. Ouais. Parce que ce qu'Israël fait subir à Gaza n'est pas différent de ce que les Émirats et l'Arabie Saoudite font subir aux Yéménis. Et encore, on peut parler aussi. On parle quand même de 500 000 personnes qui sont au bord de la famine. C'est ça. Et on peut parler aussi d'une grosse hypocrisie qu'il y a par rapport à la Palestine, dans le sens où, je me souviens très bien en 2014, lorsque les bombardements ont commencé, les premières manifestations qui avaient rassemblé pas beaucoup de monde, il a fallu attendre que TF1 diffuse les 4 gosses qui ont été tués sur la plage de Gaza pour qu'il y ait 10 000 personnes à Paris.
Et ça, c'est un scandale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tombé là aussi dans le sensationnalisme et on a besoin d'images, de sang, d'horreur pour que les gens se bougent. Alors que ça montre qu'on réagit avec ses émotions et pas avec son intellect, et donc que ces sursauts d'indignation ne sont que sporadiques et temporaires, ne sont pas amenés à durer dans le temps et apporter une réponse durable non seulement à la gangrène du sionisme ici en France, mais aussi à apporter une solidarité internationale efficace pour les populations palestiniennes. Walid est avec nous appelle de Paris. Bonjour Walid. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue Walid. Merci. Alors, votre positionnement par rapport à l'Arabie Saoudite, par rapport à MBS, par rapport au fait que les figures, l'islam de France doit-elle rompre ses relations, son endoctrinement, j'ai envie de dire pour certains d'entre eux, à l'Arabie Saoudite, à MBS? Moi je pense que ce soit nos dirigeants ou nos représentants au niveau de l'islam, pour moi c'est tous des pantins qui pensent qu'à leur propre parti. C'est des gens qui sont là en fait par intérêt, qui pensent pas du tout à la communauté musulmane. Quand on entend des musulmans se faire insulter sur les plateaux télé, se faire descendre, se faire agresser, il n'y a jamais personne pour bouger, mais quand c'est... Enfin voilà, je suis pas antisémite ou quoi que ce soit, mais quand il y a quelque chose qui concerne les juifs ou quoi que ce soit, c'est les premiers à bouger. Quand il y a eu les problèmes par rapport à Charlie, ils sont là, ils sont descendus dans les rues pour dire que nous on reconnaît pas ça. Donc moi j'ai vraiment du dégoût et du mépris pour eux. Et la seconde chose, par rapport à l'islam de France, pour moi c'est quelque chose qui n'existe pas du tout, c'est comme l'islam modéré. C'est soit on est musulman tout court, soit on l'est pas du tout en fait. On peut pas changer les choses ou modérer certaines choses. L'islam, la religion, elle a été apportée par le prophète comme elle est. On doit l'accepter telle qu'elle est. Si on n'est pas d'accord, dans ce cas, qu'on change de religion, mais qu'on ne méprise pas les musulmans ou qu'on les descende en disant que c'est des terroristes ou c'est des radicaux ou quoi que ce soit. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à l'islam en France? Moi je pense que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada ou n'importe quel pays, moi c'est mon point de vue personnel, hein, je vis en France, j'ai grandi ici, mais pour moi c'est une religion qui n'est pas du tout compatible avec la République d'aujourd'hui. Parce que... Ah, c'est intéressant ce que vous dites. Pourquoi elle n'est pas compatible avec la République, Walid? Pourquoi elle n'est pas compatible? Déjà, la première chose, c'est qu'on nous laisse pas appliquer notre religion comme il le faut déjà. Il y a toujours quelque chose qui va pas, que ce soit le halal, que ce soit les écoles musulmanes, que ce soit le voile. Dès qu'il y a quelque chose qui a un rapport avec l'islam, tout de suite ça ne va pas. Et deuxièmement, si on doit regarder économiquement et politiquement, déjà l'islam interdit ce qui rapporte le plus d'argent aux États. Par exemple l'alcool, la cigarette, les intérêts. Et à partir de ce moment-là, on peut que détester l'islam en fait. Je sais pas si vous mais quel est l'État qui ne fait pas d'argent sur le tabac et l'alcool? Vous en connaissez? Ils le font tous justement. Ils le font tous justement. C'est comme en Algérie, quand le fils a gagné dans les années 90, pourquoi on les a pas laissés passer? Parce que s'ils appliquaient vraiment la religion, tous ces généraux, tous ces gens qui se gavent aujourd'hui d'argent, ils en gagneraient pas autant en fait. Donc aujourd'hui, comme c'est un peu quand même assez grave. Vous dites que l'islam n'est pas compatible avec la République. Ouais, attends, Walid, juste, parce que l'intervention que tu fais, elle porte quand même une certaine gravité, dans le sens où tu nous dis que l'islam n'est pas compatible avec la République. Moi, je serais tenté de dire, pour certains, elle ne l'est pas, de la part de certains, mais en quoi, et c'est ça que je veux que tu nous répondes, en quoi l'islam n'est pas compatible avec la République aujourd'hui? En fait, elle peut être compatible si on nous laisse faire notre religion, si on nous prend la tête, si on nous laisse prier, si on nous laisse... on te laisse prier. Mais voilà, après, quand je dis appliquer notre religion, c'est pas agresser les gens, c'est pas obliger les gens à se convertir à l'islam. C'est comme moi, personnellement, je fais ma prière à la maison. Quand je vais aller à la mosquée, je fais la prière à la mosquée. Je veux faire le ramadan, je fais le ramadan. Ma femme ne porte pas le voile. Si demain elle veut porter le voile, c'est son choix. Je l'obligerai jamais qu'on la laisse porter le voile. Ouais. C'est là où l'islam pourrait être compatible. Mais aujourd'hui, on veut pas cet islam en France. Ça sert à rien de se mentir. On veut pas de nous, on veut pas de musulmans. Mais c'est pas la République. Mais c'est pas la République, ce sont une poignée de personnes qui effectivement ont les plateaux télé et radio ouverts, ils ont même les clés pour les fermer le soir, qui s'expriment. Et tu peux pas te sentir représenté par ces gens-là qui ont envie effectivement peut-être d'un conflit ethnique, d'un conflit... voilà, mais on peut pas dire que l'islam n'est pas compatible avec la République. Aujourd'hui, prier... Il y a des lois qui passent pour porter préjudice aux musulmans. Et c'est la République. Non, mais aujourd'hui, c'est des groupes de pression qui font aboutir un agenda idéologique et qui arrivent à leur fin, parce qu'en face, il n'y a pas un camp structuré pour les mettre en échec. C'est parce qu'aujourd'hui la République est prise en otage que ces lois-là passent. Aujourd'hui, qui est là pour nous défendre. Moi, par exemple, mon cas personnel, il y a quelques jours, il y a Dupont-Aignan qui a été invité sur TPMP par rapport à la polémique sur le vol à Décathlon. Ouais.
il a sorti des histoires, mais franchement, à dormir debout. Moi, je connais une Kabyle qui a dû quitter son quartier parce qu'on voulait l'obliger à porter le voile, parce que ses filles de 7 ans voulaient les obliger à porter le voile. Moi, j'ai vécu dans plein de quartiers, je me déplace dans plein de quartiers, j'ai jamais vu ça de ma vie. Aujourd'hui, je suis VTC. Oui, mais Dupont-Aignan n'est pas la République. Faut pas confondre des rapports de force défavorables et la République. Walid, Dupont-Aignan ne représente en rien la République. C'est ça que on veut t'expliquer, c'est que t'entends effectivement de la part de certains hommes ou femmes politiques, mais aussi des éditorialistes ou des pseudo-spécialistes de je ne sais quoi, qui viennent te faire des déclarations outrancières vis-à-vis islamophobes, n'ayons pas peur de le dire sur les plateaux, mais ils ne représentent en rien la République. C'est pour ça que tu ne peux pas dire aujourd'hui que l'islam n'est pas compatible. Ce qui est mal, en fait, quand je parle de la République, c'est pas de la République elle-même. En fait, c'est les dirigeants qu'on a aujourd'hui, que ce soit les dirigeants ou les opposants. Ouais, mais c'est pas pareil. Oui, je sais, c'est pas pareil. C'est juste aujourd'hui, tu peux faire ton ramadan tranquillement, tu peux aller faire ta prière à la mosquée, tu peux exercer ton culte comme tu l'entends, il n'y a pas de souci. Non, pas vraiment. Moi, en quoi, vas-y. Qu'est-ce que tu peux pas faire, Walid, à titre personnel, toi, qu'est-ce que tu peux pas faire? Bah déjà, si je me lève le matin pour aller faire la prière du Fajr à la mosquée, je serai fiché S. Ça fait partie des conditions pour être fiché S. Il suffit de se lever le matin et d'aller faire la prière à la mosquée. Déjà, ça c'est une condition pour être fiché S. À partir de là, il y a un problème. Demain, je sais pas, je vais revenir encore sur un exemple, on en a déjà parlé, c'est un truc tout bête et voilà, j'ai pas envie de faire une polémique dessus. Voilà, l'islam a interdit à l'homme de serrer la main à la femme. Moi, je serre la main aux femmes, je fais la bise aux femmes, voilà, je suis pas un musulman parfait. Mais voilà, c'est le prophète nous l'a interdit, l'islam nous l'a interdit. Est-ce que j'ai le droit de attends, Walid, tu t'emballes un peu là. Tu t'emballes un peu. Ne dis pas l'islam l'a interdit. Tu peux dire certains hadiths, effectivement, on recommande de pas le faire, mais de dire qu'on n'a pas le droit de serrer la main à une femme ou de lui faire la bise, il faut juste arrêter 5 minutes, les gars. Ça, c'est selon votre interprétation. Non, c'est pas encore déjà dans le Coran, on dit quand on voit une femme, on baisse le regard. C'est écrit où ça? Dans le Coran, quel verset? Quel verset, Walid? Bah oui, non mais voilà. Si vous voulez, je vous appelle demain. Si vous voulez, je peux vous appeler demain. Je vous ramènerai le verset. Y a pas de souci, parce que j'ai écouté une soirée il y a pas longtemps. J'écoute souvent le Coran et je lis la traduction. Il y avait que quand on voit une femme, on baisse le regard. D'accord. Donc celui qui baisse pas le regard n'est plus musulman alors? Comment? Celui qui ne baisse pas le regard n'est plus musulman alors? Non, la religion, c'est pas noir ou blanc. Voilà. Donc pour certains, c'est ça qui est triste, c'est qu'on a fait de la religion le halal, haram. On peut pas réduire. Jeff, le grand forum, merci d'être avec nous avec Yasser Louati pour nous accompagner. On sera rejoint notamment par notre Mehdi Chebaiki dans un instant depuis Lyon. Bien sûr, notre chroniqueur sur France Maghreb 2. Pour l'instant, eh bien, on est en plein cœur de cette question du jour que l'on vous pose aujourd'hui. Les organisations et figures de l'islam de France doivent-elles rompre avec l'Arabie Saoudite depuis le soutien affirmé de MBS au camp de concentration pour musulmans en Chine? C'est la question que l'on vous pose et pour l'instant, vous êtes majoritairement, évidemment, à dire oui. 96% sur Facebook, sans appel, et 90% sur Twitter. Le grand forum FM2 sur Twitter pour voter. Sur Facebook, France Maghreb 2, bien entendu, n'hésitez pas. On était avec Walid qui a donné son point de vue il y a quelques instants. On est avec Saïd. Bonsoir Saïd. Bonsoir Christophe, bonsoir à vos invités, à tous les éditeurs. Alors, je vous écoute régulièrement, j'interviens parce que j'écoute des propos qui sur la forme, ça signifie quelque chose, mais au fond, c'est de vide. Moi, personnellement, en termes religion, personne ne me présente. Personne de quoi? J'ai pas compris. Personne ne... Saïd, personne de quoi? En termes religion, personne ne me présente. Moi, je règle mes affaires avec celui qui m'a créé en direct. J'ai besoin de personne. Maintenant, concernant la politique, pour l'instant, c'est Macron qui me présente parce que je vis en France. Ouais. C'est tout. C'est simple. C'est clair et simple. Politiquement parlant, c'est le président de la République qui présente la République française. C'est pas X ou Y qui va décider à ma place. Non. Mais non. Là, on est perdu un peu. Ils nous ont perdu. À chaque fois qu'il y a un petit problème, on parle des savés musulmans, halal, haram. Franchement, arriver au point de discuter est-ce que je dois serrer la main à une femme ou pas, ça c'est au bas des pâquerettes. Ouais. Merci Saïd pour votre intervention 01 40. On rappelle, la République est une république laïque et Emmanuel Macron n'est pas représentant du culte. Oui, ça c'est vrai.
D'ailleurs, c'est toute la difficulté justement de son intervention ou de ses propositions concernant l'islam de France, qui d'ailleurs sont des décisions attendues depuis des mois, Yasser. Et on voit d'ailleurs qu'il y a quelques appétits aiguisés. Ah oui, là c'est la course qui s'affaire, c'est la course. Hein, et donc voilà, c'est vrai qu'il n'est pas le représentant des cultes. Tu as très bien fait de le rappeler. On est avec Mehdi Chebaïki, notre Lyonnais. Salut Mehdi. Salut à tous, bonjour à tous nos auditeurs, salut Christophe, salut Yasser. Alors, comment ça va Mehdi ? Ça va très bien, merci, et toi ? Eh ben, on parlait justement de l'islam de France au travers de la question du jour. Toi, tu as eu l'occasion il y a petite semaine et demie à peu près d'aller à la Réunion, et on voit d'ailleurs que l'islam ne pose beaucoup moins de problèmes qu'en France à la Réunion, qui est un département français, rappelons-le. Écoute, c'est une bouffée d'air frais d'aller à la Réunion, c'est une bouffée d'air frais de voir ce que la France devrait être. On a vraiment là, pour le coup, un exemple sur le territoire français, parce que jusqu'à preuve du contraire, comme tu l'as rappelé, la Réunion est un département français. On a vraiment une preuve là-bas de ce que c'est vraiment que le vivre ensemble. Chacun vit avec ses propres convictions, qu'il y ait des convictions religieuses ou pas. Chacun vit avec ses origines ethniques, chacun vit avec son bagage culturel, chacun a des amis dans les autres communautés, chacun se rassemble parfois au sein de sa propre communauté, et tout le monde vit en bonne intelligence, et c'est le modèle réunionnais. Et ce modèle réunionnais, on devrait pouvoir s'en inspirer, parce que parfois on a tendance, même nous qui essayons de trouver des solutions à la problématique actuelle, on a parfois tendance à aller chercher des solutions ailleurs, à l'étranger, alors qu'elles sont sous nos yeux. Et si nos hommes politiques nationaux faisaient un peu moins de politique politicienne et regardaient un peu ce qui marche dans notre propre pays, prenez l'exemple de la Réunion, peut-être qu'on n'aurait pas toutes ces polémiques stériles qu'on a depuis 20 ans aujourd'hui. Yasser, tu connais un peu la pratique du culte musulman à la Réunion ? Non, pas grand-chose, à part le fait que je sais qu'ils sont beaucoup mieux organisés qu'en métropole et que leurs affaires, généralement, ils ne les sous-traitent pas à d'autres. Effectivement. Alors Mehdi, une bonne chose. Mehdi, la question du jour aujourd'hui à laquelle je t'invite à répondre, les organisations et figures de l'islam de France doivent-elles rompre avec l'Arabie Saoudite depuis le soutien affirmé de MBS au camp de concentration pour musulmans en Chine? Mehdi, ton avis là-dessus? Déjà, la question de savoir est-ce qu'elles auraient dû depuis longtemps être affiliées à l'Arabie Saoudite. Je vois pas pourquoi les organisations françaises de confession musulmane doivent se chercher un parrain, aussi puissant soit-il à l'étranger, alors qu'elles sont là pour représenter une partie de la population française, en l'occurrence nous, Français de confession musulmane, en tout cas pour ceux qui se reconnaissent dans cette appellation. Ouais. Donc aujourd'hui, je vois il y a même pas de question, je veux dire, à aller chercher. Ça a pu être le cas, si tu veux, il y a quelques années, lorsque vraiment les premiers musulmans sont arrivés, où ils avaient peut-être le besoin d'aller chercher à l'étranger, ce qu'ils ne pouvaient pas trouver en France, des soutiens, un peu d'argent aussi, parce qu'on ne démarre pas à partir de rien, ou tout du moins c'est compliqué. Mais aujourd'hui, on est plusieurs millions de Français musulmans. S'il y a encore des gens qui ont besoin d'aller chercher un parrain, et je dis bien un parrain avec tout ce que cela a de négatif derrière ce mot, à l'étranger, eh bien, ma foi, grand bien leur face. Mais en tout cas, pour nous qui nous reconnaissons comme Français de confession musulmane, on ne va pas aller chercher des parrains à l'étranger, ça c'est clair. Ouais, sauf que la réalité est tout autre. Quelle réalité, Christophe? La réalité, on sait très bien qu'il y a beaucoup de ces figures de l'islam de France qui font, j'allais pas dire allégeance, mais en tout cas qui vont chercher de l'argent, comme tu dis, en Arabie Saoudite pour construire quelques mosquées. On sait que l'Arabie Saoudite est un acteur majeur pour certaines figures de l'islam de France. Oui, mais qui écoute ces organisations soi-disant représentatives, auto-représentatives, indues, élues de l'islam de France? Qui les écoute? Honnêtement, sur 6 à 7 millions de musulmans, alors il n'y a pas de statistiques comme on le sait très bien, mais on va prendre un chiffre, allez, 6 millions, un chiffre bas, 6 millions de musulmans français. Qui écoute ces gens? Je sais pas, Yasser, tu peux peut-être répondre à Mehdi? Non, l'État. L'État? Bon. Voilà, l'État, mais justement, à ce moment-là, c'est à nous d'appeler à la laïcité, c'est à nous d'appeler à une compréhension saine de ce que devrait être la laïcité, et d'arrêter justement de mélanger les genres entre
non pas politique, mais là on est vraiment dans la géopolitique, on est dans la recherche de fatwas d'accommodement, généralement la recherche d'argent, on est dans le compliment fait à l'autre, on est dans tout sauf dans la construction saine d'une communauté française de confession musulmane. Et ça, je pense que la plupart des Français de confession musulmane l'ont très bien compris. Aujourd'hui, les derniers qui ne l'ont pas compris, ce sont que ceux qui essaient de gratter un peu de gratin, qu'ils soient républicains, saoudiens ou maghrébins, auprès des officines de renseignement étrangers. Mais en tout cas, pour le Français musulman moyen aujourd'hui, tout cela a été balayé d'un revers de la main il y a bien longtemps, je pense. Bon, t'as un avis tranché, mon Mehdi ? Oui, un petit avis tranché, oui. Ah, bah très bien. Bah on va l'écouter dans un instant, juste après avoir écouté Fatima qui est avec nous. Bonjour Fatima. Bonjour Christophe, bonjour à vos invités. Moi, en ce qui concerne votre question, c'est pas couper les ponts avec l'Arabie Saoudite, mais donner un coup de pied à ces représentants de l'islam de France. Pourquoi? Parce qu'on est insulté à longueur d'année, on est martyrisé même, et on les entend pas. Donc, et quand ils rencontrent les personnalités ou quelque chose, on les voit faire des courbettes. Donc, moi, je dis qu'il faut d'abord commencer par nettoyer là, avant d'aller vers l'Arabie Saoudite. Et dans le deuxième, Christophe, vous m'entendez? Oui, mais comment vous faites pour les balayer, puisque déjà ils sont même pas élus, donc. Voilà. Non, mais si jamais on peut, avec si on est nombreux, on peut dire nous on vous veut pas. On veut pas que vous représentez notre religion. Et la deuxième chose, les ennemis de l'islam, ce n'est pas les non-musulmans, c'est les musulmans. Parce que quand j'entends ce monsieur qui a parlé juste avant, il attend d'aller sur Internet pour vous ramener la sourate, parce qu'il se rappelle pas. Donc quand on ne connaît pas quelque chose, excusez-moi, avec tous mes respects, on se la ferme. On ne parle pas d'islam, on parle d'autre chose. Voilà ce que je voulais dire. Merci Fatima. Je vous remercie Christophe et bon courage. Merci, oui effectivement. Je peux rajouter une petite chose, oui, Mehdi. Christophe. Oui. Là, j'en appelle à nos frères en religion qui se réclament de la voie salafi, en France en tout cas. Je les invite, au nom de la fraternité musulmane, à ouvrir les yeux sur une partie non pas de leur dogme, mais de ce qui est à la base de ce dogme, et notamment de ce qui viendrait des hautes sphères de l'Arabie Saoudite. Car on sait aujourd'hui, et il faut vraiment se mettre un voile devant les yeux pour ne pas le voir, que nombre de savants, on va les appeler comme ça, qui viennent d'Arabie Saoudite, ne font qu'appliquer une politique saoudienne vis-à-vis de l'étranger. J'en veux pour preuve des déclarations qui ont été faites par quelqu'un qui est reconnu au sein de cette communauté, qui a dit que la prospérité et la paix viendraient par Trump et par Ben Salman. Aujourd'hui, quiconque, et quelles que soient nos divergences et quelles que soient nos différences au niveau du culte, mais quiconque prend en compte ces paroles et les fait siennes, se retrouve de facto du côté de l'Empire américain, du côté de ceux qui vont tuer les musulmans, du côté de ceux qui n'accordent strictement aucune importance au sang du musulman et de l'humanité en règle générale. Donc j'invite simplement nos frères, c'est une invitation amicale, parce qu'il faut parler avec tout le monde et que nous partageons des choses, beaucoup de choses avec eux, à regarder ce qu'est vraiment la situation de la source de leur école. Et ton avis justement sur un commentaire qu'on a eu tout à l'heure par rapport à la question du jour concernant le pèlerinage, le Hajj. Beaucoup on voit fleurir en tout cas cet appel depuis quelques années, un appel qui fait débat à boycotter le pèlerinage, le Hajj, tant que les Saouds seront au pouvoir. Ah, mon avis à moi ou oui, ton avis à toi, Mehdi Yasser, ça y est, on l'a eu. Hein. Avec Yasser, on en avait déjà parlé par le passé. On n'est pas d'accord là-dessus. Lui, de mémoire, me semble-t-il, est pro boycott. Alors je pense pas qu'on puisse s'intituler ça. Non, comment Mehdi? Je n'ai aucune autorité religieuse pour appeler au boycott du pèlerinage. Néanmoins, je mets les responsables de ce qu'on appelle le culte musulman de France face à leurs responsabilités. Parce que si demain l'Arabie Saoudite se met à bombarder l'Algérie ou le Maroc, je pense qu'ils prendraient aussi position. C'est un excellent argument. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de boycott, je pense que on ne parle pas de boycott du pèlerinage, bien entendu. On parle du boycott d'un État. Oui.
Ah, on a été coupé avec Mehdi, je crois. On a perdu notre ami Mehdi. Effectivement, sur cette question très intéressante. On va le retrouver dans un instant. Quelques soucis de liaison avec Lyon. Pourtant, c'est pas si loin. Hein, c'est pas en Arabie Saoudite, Lyon. C'est en France. Ouais, mais je sais même pas si la courant chez eux. Ah. Tu m'entends? Oui, on t'entend. Il m'a entendu. Il a le courant. Vous avez le courant à Lyon, rassurez-nous. Le courant et le Coran. Oh, joli. Bon, donc voilà, donc sur cet aspect. Alors mon cher Mehdi, est-ce que t'es prêt pour ton avis tranché? Allez, quand tu veux. Eh ben écoute, on y va, c'est parti pour l'avis tranché donc de Mehdi Chebaiki. En suivra un avis tranché de Yasser Louati. Qui aura pour titre, Yasser? On peut avoir le titre? Tirer les leçons de l'affaire Décathlon. Très bien. Ah bah voilà, ça c'est bien. Rendez-vous tout à l'heure à 17h30. Alors piétinez-moi, allez-y. Avis tranché de notre ami Mehdi Chebaiki. Le titre est Les chiens de Pavlov. Les chiens de Pavlov. Alors on t'écoute Mehdi. Ah, qu'ils salivent. Qu'ils salivent ces chiens de Pavlov. Ils salivent avant la curée promise, avant le grand shoot d'exposition médiatique, prêt à aboyer devant chaque micro tendu, chaque caméra pointée. Oui, qu'ils salivent tous ces chiens de Pavlov dès qu'ils entendent le tintement de quelques mots-clés. Les voilà faisant les beaux, tournant sur eux-mêmes et jappant de plus belle. Hijab, islam, halal, prière, voile sont leurs stimuli. Le dressage a fonctionné. Ils s'excitent, deviennent incohérents et la frénésie peut commencer. Tout d'abord les chiens de Pavlov, médiatiques qui s'emparent d'un rien pour le faire mousser, en demandant leur avis aux chiens de Pavlov, politiques qui se dressent fièrement sur leurs pattes arrière pour montrer combien ils sont fiers et si gauloisement éduqués. Puis viennent les chiens de Pavlov, des réseaux sociaux, tous ces roquets anonymes ou connus dans leur cage d'escalier qui essayent aussi d'aboyer plus fort que les autres. Et voilà la meute qui s'emporte, tous aboyant et s'excitant sans plus savoir pourquoi au juste cette folie a commencé. Oui, ils ont été bien éduqués, qu'ils sont dociles, que c'est facile de les manipuler. Mais laissez-moi leur rappeler à tous ces chiens de Pavlov que c'est en France et pas en Arabie que l'on refuse aux femmes le droit de travailler. C'est en France et pas en Algérie que l'on refuse aux femmes le droit de s'instruire. C'est en France et pas en Iran qu'on enlève aux femmes le droit d'aller se baigner. C'est en France et pas en Tunisie qu'on interdit aux femmes l'accès aux assemblées. Doit-on continuer la liste? Ah, inutile, car les chiens de Pavlov ne sont pas en mesure de comprendre ces mots. Ils ne sont capables que de lécher ou de mordre. Donc ne perdons pas notre temps avec ces canidés et dispensons nos discours aux hominidés. Ceux qui se tiennent debout, ceux qui ont une colonne vertébrale et un esprit clair, sain pour les guider. Laissons les chiens de Pavlov à la curée, car c'est au maître qu'il faut s'attaquer. Ah ouais, c'est joli hein. Yasser, je sais pas ce que t'en penses, mais pas mal notre ami Mehdi Chebaiki là. Fidèle à lui-même. Ouais, fidèle à lui-même. Ouais. Ah, très bien, très bien. Donc là, t'as répondu en fait à toutes ces campagnes d'islamophobes observables depuis maintenant un petit moment sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télé et radio, quoi. Bah, c'est devenu un réflexe. Ouais. Les gens ne réfléchissent plus. On teinte une cloche et boum, ils arrivent et ils jappent et ils aboient. Moi, personnellement, aujourd'hui, je vois la chose comme ça. Il n'y a plus aucune réflexion, il n'y a plus aucune raison, il n'y a plus aucun raisonnement derrière tout ça. On est simplement dans le réflexe pavlovien. Alors, on enchaîne, messieurs, dames, avec les infos zappées. Pavloviens ont la rage. Et au caca, qu'est-ce qu'on fait aux chiens qui ont la rage? Ouais, c'est clair. Pas mal. Pas mal. Bon, alors on enchaîne, messieurs, dames, avec, avant d'en trouver, donc, tirer les leçons de l'affaire Décathlon, avis tranché de Yasser Louati, le zapping. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, c'est maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Le pire et le meilleur de la télé et de la radio qu'il ne fallait pas rater ou peut-être rater d'ailleurs. Et pour commencer, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est exprimé hier sur l'utilisation des armes LBD. Et il n'est pas question pour Emmanuel Macron de laisser les forces de l'ordre sans outils pour se défendre. C'est ce qu'il a rappelé hier. Comme vous le savez, il y a déjà eu
une politique de très grande limitation et de transparence de ces matériels qui a été coordonnée par le ministre, avec une doctrine claire qui a été établie et aussi des caméras qui ont été mises en place pour s'assurer de bonne utilisation du suivi, comme d'ailleurs un suivi qui est assuré par les corps d'inspection nécessaires lorsque des abus sont dénoncés. Je pense qu'à ce titre, la meilleure manière d'éviter ces utilisations et ces cas, c'est d'éviter d'avoir des gens qui considèrent que le samedi après-midi est fait pour casser les vitrines, casser les institutions ou s'attaquer aux forces de l'ordre. Parce que, je vous le dis très simplement, je ne laisserai pas les forces de l'ordre sans aucun moyen ni d'assurer l'ordre public ni de se défendre face à des gens qui arrivent aujourd'hui armés et avec les pires intentions. Emmanuel Macron qui avait dit également mardi que ceux qui sont rendés aux manifestations du samedi seront des complices de violence. Voilà. Petite réaction, l'un d'entre vous? Non, on est vraiment dans une dérive autoritaire d'Emmanuel Macron, et là c'est encore une fois, excusez-moi du terme, un geste obscène fait à celles et ceux qui ont été mutilés pendant les manifestations. Emmanuel Macron se pose comme si la police était harcelée par la population et était attaquée de toutes parts. Veut dire, ces armes-là, il n'y a que la France qui les emploie. L'autre point, c'est qu'on a eu des enfants qui ont été mutilés, des pères de famille qui manifestaient pour la première fois et qui se sont retrouvés éborgnés avec la main arrachée. Tout cela, Emmanuel Macron s'en contrefiche parce que pour lui, il sait très bien que la dernière ligne entre lui et le peuple, c'est sa police. Et que pour lui, une police surarmée est un gage de prospérité pour lui. Mais encore une fois, c'est à la police de prendre ses responsabilités, de se dire, est-ce qu'elle est là pour protéger la population ou est-ce qu'elle est là pour l'attaquer comme elle a continué de le faire pendant ces plusieurs semaines de manifestation des Gilets jaunes? Mehdi? J'aurais aimé voir au moins un ministre, alors peut-être que je l'ai raté, vous allez me contredire peut-être, mais y a-t-il eu un ministre qui a été voir les blessés civils des Gilets jaunes? Non, personne. Castaner a même déclaré, je ne connais aucun gilet jaune, aucun policier qui a attaqué des Gilets jaunes. Oui, en dépit des témoignages, des centaines de témoignages, de vidéos et de photos. Ça montre le mépris. Ouais, voilà, donc à partir de là, quand on est dans un déni pareil, c'est même pas du déni d'ailleurs, c'est du mensonge clair et net. Je veux dire, lorsqu'on est ministre de l'Intérieur, on a accès aux renseignements policiers, donc on sait absolument tout sur tout le monde. On connaît le nom des blessés, on connaît le degré de leur gravité, on sait exactement ce qui s'est passé. Et là, mentir de la sorte, comme le fait Emmanuel Macron, en reprenant ce que dit M. Castaner, ni plus ni moins. Pour moi, ça décrédibilise totalement son discours et ça va même au-delà, c'est-à-dire que au-delà du discours sécuritaire, ça décrédibilise son discours politique. S'il s'était posé en président de la République, c'est-à-dire, vous savez, l'image française du président de la République, au-dessus des partis, au-dessus des politiciennes, au-dessus des clans, je pense que il aurait eu tout à gagner, et la France aurait eu tout à gagner justement par une posture présidentielle forte, qui dise maintenant ça suffit, on va s'asseoir, on va discuter. Il y a eu des blessés, il y a eu des actes inqualifiables, certes, de la part d'une partie des Gilets jaunes, et ça c'est indéniable, mais il y a également eu aussi des dérives inadmissibles de la part de personnes qui sont en charge de la sécurité publique. Et s'il avait tenu ce discours, lui aurait gagné, la France aurait gagné. Ce n'a pas été le cas. Là, il ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu à un mouvement qui est déjà aujourd'hui, en tout cas pour ce qu'il en reste, aux mains des extrêmes, parce que les gilets jaunes du début, les petits retraités qu'il y a sur les ronds-points, on les voit plus trop. On voit des gens qui ont envie de découdre. Et pourquoi ont-ils envie d'en découdre? Eh bien, parce qu'on a laissé une situation pourrir sans aucun mot pour les civils. Très bien. Autre chose dans le zapping, clash ce matin chez nos confrères de BFM TV RMC entre Bourdin et son invité Nicolas Dupont-Aignan à propos du retour des Français partis en Irak et en Syrie. Écoutez. Que nous avons un gouvernement qui, sur l'affaire des attentats, n'a pas pris les mesures qui s'imposent. Et donc maintenant on va nous faire revenir les djihadistes et on va s'excuser auprès d'eux. Nous verrons quand ils reviendront s'ils sont jugés ou pas. Ils vont venir par petits. Le gouvernement dit c'est tellement compliqué d'avoir des principes simples. Quand on trahit, ils restent là-bas. Ils restent là-bas. Oui, ils ne sont plus français. Ils ne sont plus français. Les enfants qui ont 4-5 ans, vous les laissez là-bas. Ils restent là-bas, oui. Nicolas Dupont-Aignan, c'est un drôle de monde. C'est un drôle de monde que vous nous proposez. Un drôle de monde. Un drôle de monde. Un drôle de monde. Des enfants. Un drôle de monde. Qui sont vous inversez. Vous les laissez mourir là-bas. Et les orphelins des attentats du Bataclan, vous en faites quoi? Et les victimes des attentats. Mais comment pouvez-vous inverser les valeurs? Mais j'inverse à ce point. Valeur. Si. Je prends vous m'accusez. Vous m'accusez d'inhumanité. Vous m'accusez d'inhumanité. Alors que des djihadistes par la faute et le laxisme des autorités ont tué des Français. Nicolas Dupont-Aignan. Vous inversez tout. Vous savez ce que disent les familles? Les familles des victimes.
des victimes des attentats, ils ont envie d'avoir. Ils ont envie d'avoir face à eux, jugés dans un tribunal. Comment je plaisante? Qui a perdu sa fille au Bataclan, ce qu'il pense. Mais moi, vous voulez que j'interroge d'autres familles de victimes? Nicolas Dupont-Aignan. Bon, on va pas se débattre de cela. Vous avez un choix. J'ai un choix. Je dis que des familles qui ont l'assumé, qui ont tué sur le sol français, ne peuvent plus venir en France. Alors lui, c'est la course à la surenchère, Dupont-Aignan, faut le dire. Aujourd'hui, même les enfants. Ce Dupont-Aignan est dangereux. Ouais. Je veux dire, littéralement, il est en train de dire que les enfants doivent payer pour le crime de les parents. Un type comme celui-là au pouvoir, c'est les trains de la déportation qui reviennent. Ça veut dire, on n'aime pas vos parents, on vous déporte, vous les enfants, ainsi que les adultes. Et en plus, il refuse que ces personnes-là soient jugées. Il a bien raison, Bourdin, pourtant, Dieu sait que je le critique à bien des égards, lorsqu'il dit que les familles des victimes du Bataclan ont besoin de voir ces personnes-là jugées sur le sol français pour que justice soit faite. On voit que Dupont-Aignan est dans la surenchère permanente et se ridiculise. Ouais, ridiculise, Mehdi, on est d'accord. Moi, j'ai pas envie de parler de Dupont machin là, parce que je l'aime pas, tout simplement, et parce qu'il est tellement, comme disait un Fab à l'époque, un rappeur, faudrait que il est tellement bas qu'il faudrait que je me fasse mal au dos, quoi, pour aller à son niveau. Moi, je veux parler de Bourdin. Là, Bourdin invite Dupont-Aignan. Qu'est-ce qu'il représente, Dupont-Aignan? Combien de divisions Dupont-Aignan? Au niveau des votes, par rapport aux Français, Dupont-Aignan représente quoi? Absolument rien. C'est une valeur négligeable de la politique française et pourtant, l'établissement médiatique national français continue à l'inviter comme si Dupont-Aignan était un représentant politique français de premier ordre. Ouais. Mais pourquoi continue-t-on à lui donner la parole à un tel volume? Je veux dire, si encore il passait une fois de temps en temps, mais c'est quelqu'un qui squatte les plateaux de télévision parce que c'est un bon client, et parce que les journalistes qui sont Mehdi, ne sois pas naïf, mon vieux. Il fait de l'audimat, c'est la course à l'audience aujourd'hui. Voilà, c'est un bon client. Bah oui. Évidemment. J'ai pas envie de jeter la pierre. Bon, bouge pas. Dupont-Aignan. Non, mais jette aucune pierre, Mehdi. Jette aucune pierre parce qu'on est de retour juste après la pub et on a pour finir le zapping avant la tranchée d'Yasser Louati. Et ça pourrait être mal pris. Oui, et du Yacine Bellatar et du Jean-Christophe Lagarde pour finir le zapping. Bon appétit tout le monde. Le LGF, le grand forum dans un instant, avis tranché de notre ami Yasser Louati, tirer le leçon de l'affaire Décathlon, c'est le titre de cet avis tranché à suivre. Pour l'heure, on termine notre zapping avec Mehdi Chebaïki et avec Yasser Louati ici présent. Après l'affaire Décathlon justement, Yacine Bellatar a posté une vidéo sur les réseaux, il appelle à un rassemblement pour le 13 avril prochain. Écoutez, il a tourné cette vidéo qui circule sur les réseaux. Bonsoir, je m'appelle Yacine Bellatar, je suis né le 27 juin 1982 et à mon époque on s'en battait les couilles de savoir qui était musulman, juif, chrétien, noir, gay, tout ce que tu veux. On était tous égaux face au club Dorothée. Aujourd'hui, je suis un humoriste en colère parce que la marque Décathlon a décidé de retirer un produit qui se nomme le hijab, tout simplement parce que les populistes ont tellement fait pression que ça a fait baisser le cours de bourse de Décathlon et que Décathlon a pris peur, ils l'ont retiré. Alors je sais pas à quel moment la France est devenue ça, on est devenu la risée du monde. Maintenant il va falloir qu'on demande l'autorisation pour vendre ou pas certains produits, comme les cagoules des enfants, parce que c'est islamiste. Par exemple, quand vous allez vendre des gâteaux sans porc, est-ce que c'est islamiste? Qu'est-ce qui est islamiste, qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que visiblement, nous, on ne sait pas. Juste préciser qu'on est français à part entière, que vraiment on s'en bat les couilles de votre populisme à la con, et que moi j'appelle à un grand rassemblement le 13 avril et à la place de la République pour montrer notre mécontentement. Ça sera la place de la dignité, c'est tout ce qui nous reste. Vous pouvez prendre nos appartements, nos maisons, nos voitures, nos chiens, nos chats, mais notre dignité c'est non. Donc on est des parents maintenant et on va rester dans ce pays. Voilà l'appel de Yacine Bellatar à cette manifestation du 13 avril prochain, Yasser et Mehdi. No comment? No comment. No comment. Mehdi? Je connais pas assez Yacine Bellatar pour connaître ses intentions, sachant qu'il était dans le gouvernement, enfin pas dans le gouvernement, pardon, il était dans une commission il y a pas longtemps, c'est ça? Oui. Voilà. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que des personnes de la communauté, en tout cas qui se revendiquent ou qui se découvrent comme telles aujourd'hui, rejoignent des mouvements déjà un peu construits. Parce que ce côté je suis connu, suivez-moi. Bon, pourquoi pas? Toutes les actions sont bonnes à prendre. Mais ce qui serait bien, ce serait quand même qu'ils se mettent au service de ceux qui travaillent déjà depuis longtemps.
Ouais, ça doit parler à Yasser, ça. Hein, on est d'accord, Yasser? Exactement. Bon, parfait. Alors tiens, et pour finir ce zapping, messieurs, dames, la droite, centre-droite, décomplexée du 93, représentée par Jean-Christophe Lagarde, se réjouit que Decathlon ait cédé, et écoutez les mots qu'il emploie, ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Je m'en réjouis et je félicite toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés, dans tous les camps politiques d'ailleurs, contre cette attitude commerciale qui visait en réalité à capter une clientèle, mais surtout à accompagner un mouvement contre lequel la République doit se battre. Mais c'est totalement légal. Bien sûr que c'est totalement légal, sauf que c'est contraire aux valeurs de la République française. Les valeurs de la République française, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est certainement pas de faire du sport sous une camisole. C'est absolument hallucinant, type de propos. Non, là il faut pointer du doigt toutes ces personnes issues de la représentation des quartiers populaires et de ceux qu'on appelle les musulmans, qui travaillent avec l'UDI, aussi bien à Bobigny qu'ailleurs. Il y a un moment, prenez vos responsabilités. Parce que la politique française, c'est connu. On courtise les musulmans à l'échelle locale et on les jette en pâture au niveau national. Bah alors maintenant, prenez vos responsabilités et montrez donc si vous avez des principes. Mehdi, un commentaire? Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Yasser Louati. C'est exactement ça. Au bout d'un moment, il faut se saisir de ces dossiers. Si on continue à vouloir être des victimes ad vitam aeternam jusqu'à ce que les choses deviennent graves, parce qu'elles ne le sont pas encore. Hein. Il faut vraiment que les gens se rendent compte, que les Français de confession musulmane se rendent compte qu'aujourd'hui, on a encore une certaine liberté de parole et une certaine une certaine sécurité physique. Mais au train où vont les choses, il se peut que demain les pires scénarios nous arrivent. Donc que les gens se mettent à bouger, qu'ils se mettent à dire non quand ils sont à l'UDI, qu'ils disent non à leur directeur départemental, au directeur de leur cellule, qu'ils se bougent un petit peu. Très bien. Bon, eh bien l'appel sera peut-être entendu, du moins on l'espère. C'est l'heure. Bah oui, c'est l'heure. Ça y est, on y va là. Faut y aller, au bout d'un moment, hein. Notre ami Yasser Louati, qui chaque jeudi, en tout cas, nous réserve un billet à chaque fois plus grinçant. Cette fois-ci, on va parler de l'affaire Decathlon et peut-être de leçons à en tirer. Voici l'avis tranché de Yasser Louati, messieurs dames, c'est parti. Alors piétinez-moi, allez-y. Quelles sont les leçons à tirer de l'affaire Decathlon, Yasser Louati? Beaucoup de leçons et j'espère que je serai entendu aujourd'hui. L'énième hystérie nationale autour du foulard sportif vendu par Decathlon n'a échappé à personne. Ce ne sera pas la première et ce ne sera pas la dernière. Mais au vu de la rapidité avec laquelle les islamophobes sont parvenus à leur fin, je vais prendre mes responsabilités et poser les questions qui fâchent. Cette chronique n'est pas un règlement de compte, ni une tentative de trouver un bouc émissaire. Je fais partie du tissu associatif depuis 1995 et j'estime que mon rôle n'est pas de rassurer alors que nous sommes en pleine débâcle, ni de choisir les envolées lyriques pour réconforter tout un chacun, ni encore de pointer vers un complot. Si j'avais voulu régler mes comptes avec la direction du CCIF, je l'aurais fait plus tôt. Lorsque je me suis retrouvé contraint de rédiger mon propre communiqué de presse pour en informer le public, je n'ai rien voulu dire alors que bien des militantes et militants, eux-mêmes proches du CCIF, m'avaient exhorté à les dénoncer. Je salue au passage Siham Asbag qui, connaissant ma détresse financière à l'époque, a osé m'envoyer un SMS pour me demander, je cite, de ne pas critiquer le CCIF. J'ai préféré partir en silence et refuser de me venger. Mais après l'épisode Decathlon, je refuse de faire durer l'omerta qui nous est préjudiciable aussi bien aux musulmans, qui se retrouvent traités en ennemis de l'intérieur qu'aux non-musulmans, qui se retrouveront bientôt privés de leurs droits et libertés parce que les musulmans avant eux auront servi de prétexte pour faire passer toutes ces lois liberticides. La situation est grave et j'invite celles et ceux qui m'écoutent à en prendre conscience. Si vous êtes ciblé par l'islamophobie, vous êtes seul et personne ne viendra à votre secours. Celles et ceux qui ont lancé la polémique sur le foulard Decathlon sont encore une fois les mêmes et ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Ils viennent de gauche, de droite, d'extrême gauche et d'extrême droite, appartiennent à des groupes de pression ou à des partis politiques. Encore une fois, la presse leur a donné une plateforme pour marteler que la haine des musulmans et les violations de leurs droits sont légitimes. Et, encore une fois, l'État a préféré regarder ailleurs pour donner gain de cause aux menaces lancées contre Decathlon aujourd'hui, mais aussi contre d'autres hier.
Ce que je remarque par contre, c'est la rapidité avec laquelle ils sont parvenus avec leurs objectifs face à une quasi-absence de résistance, mais aussi et surtout le consensus qui s'est encore une fois dégagé. Encore une fois, l'islamophobie fait converger et met d'accord des adversaires politiques qui s'écharpent en temps normal. La haine des musulmans les fait converger parce qu'elle est politiquement rentable, mais aussi parce que, et j'assume mes propos, cette lutte contre l'islamophobie est une débâcle permanente. Au lieu de crier au complot et espérer l'émergence d'un lobby, je préfère tirer les leçons de cette débâcle en espérant que ceux qui m'écoutent prennent la mesure de mon propos et comprennent que sans remise en question de ce modèle de lutte basé sur la victimisation à outrance et la mendicité auprès des dominants, la situation de celles et ceux qu'on appelle les musulmans continuera de s'empirer et ce pays sombrera à nouveau. Mon parcours n'est un secret pour personne. Et depuis mon départ du CCIF en 2016, j'ai préféré me taire pour ne pas donner du grain à moudre aux islamophobes. Je ne me suis pas épanché sur ce que j'ai personnellement, professionnellement et financièrement enduré parce que j'estimais que cette lutte est plus grande que moi et ma famille. L'épisode Décathlon m'oblige à sortir de mon silence. La situation du front anti-islamophobie, s'il existe, est celle d'un milieu gangréné par les ambitions hégémoniques des uns et des autres, des querelles de chapelle, de la rivalité des égos, et parce que le CCIF a fini par écraser les autres, tout le monde pâtit de ses faiblesses, de ses erreurs stratégiques et de ses fautes morales. Lors de ma prise de fonction en tant que porte-parole, son président Sami Deba n'a cessé de marteler que l'objectif, c'est que, je cite, « Dès qu'on parle d'islamophobie, il faut qu'on parle du CCIF ». La démonstration de cette ambition m'avait été faite lorsque j'avais voulu partager sur le site de l'association un article du docteur Farid Hafez, professeur en sciences politiques à l'université de Salzbourg. Ce dernier avait rédigé une analyse extrêmement pointilleuse de l'extrême droite européenne et son virage stratégique pour préférer l'islamophobie à l'antisémitisme. Le texte que j'estimais être de qualité et accessible au grand public méritait pour moi d'être traduit en français. Mais, bien que publié par le journal israélien Haaretz, mais aussi Al Jazeera, le refus de Sami Deba a été catégorique et sa raison, simple. Ça ne vient pas de nous. Ok. L'autre démonstration des ambitions hégémoniques du CCIF avait eu lieu lors de l'organisation d'une conférence sur l'islamophobie en présence d'une autre association de lutte contre l'islamophobie, la CRI, ou Coordination contre le racisme et l'islamophobie. J'ignore qui de Sami Deba ou de Marwan Mohammad a donné l'ordre, mais à la demande du CCIF, cette association a été écartée. L'ordre était ferme au point que lorsque une membre de la CRI s'était présentée à la réunion de préparation, on lui avait signifié qu'elle n'était pas la bienvenue et qu'elle devait partir. Je vous laisse imaginer le spectacle d'une femme musulmane humiliée sur le point de partir en sanglots. La semaine dernière, le pays faisait face à une autre polémique islamophobe. Cette fois-ci, les militants sionistes et leurs alliés avaient une nouvelle fois fait tentative pour alimenter l'islamophobie en prétendant combattre l'antisémitisme. Cette fois-ci, la convergence autour de l'islamophobie a montré son étendue avec le front sioniste venu souffler sur les braises. Comme le pointait Farid Hafez dans son papier, l'alliance entre islamophobes et sionistes n'est plus à démontrer. Pourtant, lorsque je m'étais entretenu avec le président du CCIF à ce sujet, sa réponse a été claire. Je cite, « On ne parle pas des sionistes, on ne parle pas de la Palestine, on dit rien. » D'accord. Est-ce que cette approche a été utile? Les récents épisodes nous prouvent que non. La nébuleuse sioniste pro-israélienne ne s'est jamais privée pour jeter en pâture le CCIF et je doute qu'épargner certains islamophobes au profit d'autres ait montré une quelconque efficacité en plus de 15 ans. On ne peut prétendre lutter pour les droits humains et les libertés publiques tout en indexant ses principes en fonction de ses intérêts. Les droits et libertés de chacun sont universels et non négociables. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas directement ciblé qu'il faut se taire et regarder ailleurs. C'est le reproche que je fais aux Blancs qui se sentent en sécurité tant que ce sont les musulmans qui trinquent. Mais je ferai aussi le même reproche aux musulmans s'ils acceptent que d'autres soient ciblés parce qu'eux ne le sont pas. Que penser lorsque le président du CCIF m'explique une nouvelle fois sa stratégie des alliances en des termes qui jusqu'aujourd'hui me donnent la nausée? Ouvrez les guillemets, si Marine Le Pen reconnaît l'islamophobie, on travaillera avec elle. Au-delà du cynisme abject d'un tel aveu, quel est donc l'horizon immédiat? Se contenter de la reconnaissance de l'islamophobie et accepter que d'autres soient ciblés?
Quel sera le prochain épisode? Se taire face à la homophobie ou la négrophobie parce que les musulmans sont épargnés? Jamais, jamais, jamais la lutte contre une injustice ne pourra aboutir par la promotion d'une autre. Malgré ce que je viens de dire, le pire est encore ailleurs. La victimisation à outrance m'a toujours posé problème et doit être combattue pour libérer tout le potentiel de lutte. Nous avons besoin de toutes les ressources et la victimisation nous en prive. Aucun droit, aucune liberté n'a été acquise dans l'histoire humaine en se posant en victime. Faire ce choix, c'est s'empêcher d'être acteur de son destin et d'être une force vive au service de soi-même et des autres. Et si le CCIF s'est fait le champion des articles victimaires et des appels à l'État pour faire quelque chose, je doute que les gros plans d'œil au beurre noir nous donnent de la dignité aux femmes qui ont été lâchement agressées. Se poser en victime mène au mépris, jamais au respect. L'État, lui, n'entend rien et ne respecte que les rapports de force. C'est pour cela qu'il recule face à l'islamophobie. Et il continuera de mépriser celles et ceux qu'on appelle les musulmans tant qu'ils seront tenus en otage par le président du CCIF qui a osé me demander ou de m'expliquer comment il fallait agir. Ouvrez les guillemets. Si les juifs se plaignent, il faut pleurer. S'ils pleurent, il faut hurler. S'ils hurlent, il faut se rouler par terre. J'assume ces propos et je ne parle que de ce que j'ai vu, entendu et vécu. Si la victimisation est un choix, c'est aussi parce qu'elle assujettit les personnes concernées pour en faire un fonds de commerce. Pour faire simple, pleurez, pleurez et donnez-nous les sous pour vous défendre. Mais jamais pour vous former à vous défendre par vous-même. Tout le monde se souvient du restaurateur qui avait viré 2 femmes parce qu'elles portaient un foulard. Drôle de hasard, l'une d'entre elles s'avérait être une amie de ma sœur, qui vivait avec elle à l'étranger. J'appelle donc la jeune femme qui m'explique en détail ce qui s'est passé. Je prends rendez-vous avec elle pour organiser sa défense. Dans les 5 minutes, une journaliste d'une grande chaîne internationale m'appelle pour me demander de la mettre en contact avec la jeune dame. Je lui donne son numéro. Elle l'appelle et elle reçoit pour réponse un refus catégorique de la jeune dame qui avait été dissuadée de parler à la presse par le CCIF. Ulcérée, la journaliste me rappelle pour m'informer que Marwan Mohamed lui aurait répondu, je cite, « J'en ai marre des journalistes qui me courent après ». Quelques minutes plus tard, c'est moi qui reçois un message de sa part. « Nous sommes sur l'affaire, je te demande de ne pas intervenir ». Ma réponse a été simple, décidément, tu n'as honte de rien. Le CCIF et Marwan Mohamed avaient donc littéralement utilisé cette femme afin de tirer profit de son humiliation et ont préféré boycotter une journaliste pour lui préférer une vidéo sur la page Facebook de l'association. Bien entendu, recherche du buzz oblige. La lutte contre l'islamophobie n'est décidément pour certains qu'un fonds de commerce et un tremplin de carrière. Notons au passage que le CCIF, qui se veut être une organisation apolitique et areligieuse, a servi de tremplin pour Sami Deba, qui s'est engagé en politique, et à Marwan Mohamed, qui s'est engagé dans les affaires religieuses. Bien entendu, je salue les petites mains du CCIF, les juristes payés au lance-pierre et qui vivent avec les hurlements permanents de Sami Deba dans le bureau. J'étais là pour le voir. Les bénévoles désemparés qui veulent aider, mais qui voient bien que ça ne marche pas, et qui m'appellent en retour pour se plaindre. Sauf que j'ai quitté le CCIF, c'est pas pour en redevenir le bourreau. Je fais une différence claire entre la direction du CCIF qui décide et agit seul et le reste. Le CCIF a bien entendu le mérite d'avoir développé une méthode de comptabilisation des actes islamophobes qui fait autorité. Mais à force de s'en tenir à la comptabilisation des actes et à enfermer les personnes dans une posture de victime, ce sont les morts que l'on finira par comptabiliser parce que politiquement, la lutte contre l'islamophobie est inexistante. Parce que le CCIF a refusé la pluralité, de s'inscrire dans une dynamique plurielle, des alliances solides, de former des leaders, de partager ses ressources pour faire émerger de nouveaux alliés, parce que le CCIF a voulu tout centraliser, tout le monde se retrouve aujourd'hui tributaire de ses limites et de ses défaillances. L'islamophobie, comme toute forme de racisme, commence par des mots et se termine en génocide. Et il faudrait être naïf pour croire que ce que les Juifs ont vécu était un accident de l'histoire. Je rappelle que lorsque l'islamophobie a sévi au cœur de l'Europe en ex-Yougoslavie, elle s'est soldée par un génocide. On a regardé des musulmans se faire violer, se faire égorger ou prendre la route de l'exil. Et quelle a été la réaction de François Mitterrand que la gauche porte au nu? C'était un mal nécessaire pour purifier l'Europe chrétienne. Vous croyez que j'exagère?
Lorsqu'Éric Zemmour a parlé de déporter les musulmans, il n'a pas été banni et encore moins inquiété. Il continue toujours de sévir et de truster les plateaux télé sans contradicteur. Vous croyez que c'est un hasard ? Regardez la facilité avec laquelle les campagnes islamophobes démarrent et aboutissent. Dites-moi laquelle s'est soldée par une défaite pour ceux qui l'ont lancée. Absolument aucune. Dites-moi quel projet de loi nous avons fait échouer. Dites-moi quelle loi islamophobe a été abrogée. Encore une fois, aucune. Regardez le consensus autour de la haine des musulmans. Regardez le silence face aux appels à la violence contre eux. Regardez combien il est facile de légiférer contre celles et ceux qu'on appelle les musulmans. Remarquez combien il est facile de faire campagne sur fond d'islamophobie et avec quel sentiment d'impunité. Est-ce parce que les racistes de ce pays sont invincibles ou bien parce que le camp d'en face est inefficace? Écoutez-moi bien quand je parle. Les mots de ma chronique ont été pesés et il ne s'agit pas d'un règlement de compte ou d'un combat de coq entre Yasser Louati d'un côté et Sami Deba et Marwan Mohamed de l'autre. J'ai pris la parole pour dire des vérités qui sont désagréables et qui nous obligent à prendre nos responsabilités. J'ai pris les miennes. Si je ne mets pas en lumière ces défaillances structurelles dont je suis parfaitement conscient et qui minent ce combat, je peux raisonnablement croire que personne ne le fera. Je prends la parole seul, mais suis très loin d'être seul à penser ce que je pense. Voici le message que j'ai reçu ce matin d'un autre président d'association. Ouvrez les guillemets. Ce qui m'attriste le plus, c'est le fait que pour certaines ONG, ce combat comme un autre relève uniquement de l'opportunisme pour les faire vivre. L'islamophobie devient alors une industrie avec comme produit la haine et la violence. Il faut revoir tout le tissu associatif, les responsabilités du leadership et surtout essayer d'évaluer la direction que prend ces dérives. Fermez les guillemets. Nous militons aujourd'hui et nous serons remplacés par d'autres demain. Qu'avons-nous à offrir à celles et ceux qui ont 10, 15 ans aujourd'hui? Des excuses pour justifier l'injustifiable et la défaite permanente, ou bien une prise de conscience individuelle et collective pour leur donner espoir avec de la solidarité, de la détermination et, surtout, leur apprendre que faire preuve de modération partant d'injustice radicale ne leur rendra jamais service. L'épisode Décathlon marque le vide politique de la France et sa faillite intellectuelle. Celles et ceux qui mènent ces campagnes sont de mon point de vue, médiocres au mieux, corrompus et méprisables au pire. Comment se fait-il donc qu'ils arrivent à leur fin? Les privilèges expliquent une grande partie du problème, mais, s'ils y parviennent, c'est parce qu'il n'y a en face d'eux aucune résistance, et encore moins la résistance qu'ils méritent. Merci beaucoup Yasser pour cette chronique en tout cas qui est une chronique très importante. Encore une fois, tu insistes bien sur le fait que ça ne soit pas un règlement de compte. Je me dois, en tant qu'animateur de cette émission, concernant toutes les personnes qui ont été mises en cause, si elles le souhaitent, elles auront un droit de réponse ici même dans cette radio, si elles le souhaitent évidemment. Et pour dire aussi et te poser la question, pourquoi avoir attendu 3 ans pour faire cette chronique? Parce que si j'avais parlé, on aurait dit Yasser est parti, il est aigri. Sauf que, pour moi, le fait que la campagne contre le foulard sportif de Décathlon a commencé le matin et c'est fini le soir, pour moi, ça montrait une débâcle totale. Merci Yasser. Mehdi, peut-être réaction, peut-être? Ah ben, sacré coup de fouet. J'espère que toutes les personnes qui ont été à l'écoute de cette chronique de Yasser l'ont bien comprise, ont bien compris tout ce qu'il a dit, parce qu'il a abordé de nombreux sujets, il a abordé les causes, mais il a également abordé les conséquences gravissimes qui peuvent advenir. Donc que tout le monde prenne un peu exemple, que tout le monde s'y mette, que tout le monde mette les mains dans enfin tout le monde, qu'il y ait plus de monde qui mette les mains dans le cambouis, parce que c'est de ça dont on a besoin. Et c'est à cause de ça, comme l'a très bien dit Yasser, que les affaires Décathlon, on peut en avoir une par semaine et elles glisseront comme de l'eau. J'ai une question pour toi, non pas de moi, mais de Samir qui souhaite te poser une question, Yasser, suite à ta chronique. Bonsoir Yasser. Voilà, je m'y perds dans les prénoms. Samir, bonsoir. Bonsoir à tous. Déjà, féliciter Yasser Louati parce que j'ai toujours trouvé brillant et c'est dommage qu'il soit pas autant suivi sur Twitter parce que je trouve que son compte gagnerait en tout cas à être connu et davantage liké. Je fais partie peut-être des rares à liker son compte Twitter, mais voilà, c'est vraiment, voilà, je trouve en tout cas c'est son propos structuré, brillant et je tenais à lui dire. La deuxième chose, c'est qu'il y a quelque chose qui peut-être manque en tout cas dans son plaidoyer, dans sa chronique brillante elle aussi. C'est peut-être aussi les fonds en tout cas le financement du CCIF. Est-ce que, parce qu'il n'en parle pas,
Et moi, j'avais en tout cas j'avais peut-être lu, mais il s'agit peut-être d'une fake news, hein, comme on dit, que le CCIF serait financé par la Open Society, donc de Soros. Est-ce que un des problèmes ne vient pas de là, à savoir que ceux qui payent choisissent aussi un petit peu les orientations d'une association telle que le CCIF. Alors, il me semble qu'il y a Soros, mais il y a peut-être le Qatar, je sais pas. Mais est-ce qu'on peut pas imaginer une structure qui défende les Français musulmans, qui soit indépendante et qui dépende de fonds versés par nous, par nous les Français musulmans, pour une indépendance et pour une indépendance déjà dans un premier temps. Question claire, Samir. Réponse de Yasser Louati. Alors bon, la chronique fait quand même déjà 2400 mots, je sais même pas combien de temps longtemps, mais à la durée. C'était nécessaire. Alors, concernant les financements, moi j'avais pas accès au financement du CCIF, j'étais porte-parole, je n'avais pas accès ni à la trésorerie, ni au compte, ni rien du tout. Ce que je sais, c'est qu'il y avait une campagne qui s'appelait Nous sommes la nation, qui avait été financée par l'Open Society, mais c'était sur une campagne déterminée. De là à dire que le CCIF est financé par Soros, je sais pas. J'en doute, je sais pas. Maintenant, l'appel... Pas de preuve. Enfin, voilà, je vais pas les accuser de choses que je n'ai pas vues. Enfin, il y a rien qui va dans ce sens-là, il y a rien qui le laisse croire. Donc, après, c'est vrai que pour discréditer le CCIF, c'est aussi facile de les accuser d'être financés par la nébuleuse Soros, etc. En tout cas, il y a rien qui l'indique. Voilà, Samir, pour le deuxième point, le deuxième point concernant une organisation autonome qui soit financée par les personnes de confession musulmane, il faudrait d'abord revoir le mode de fonctionnement et exiler la transparence. Or, ce n'est pas dans la culture associative de rendre des comptes aux petits donateurs qui, eux, espèrent voir des résultats. Samir, satisfait? Ouais, c'est une réponse. Voilà. Après, la première réponse, voilà, lui-même ne sait pas. Yasser ne sait pas si. Voilà. Oui, non, il va pas inventer des trucs voilà. Ouais, tout à fait. Mais moi, j'avais cru le lire tout ça, donc. C'est intéressant à vérifier. Dire des choses. Il faut vérifier que des journalistes fassent leur boulot. Et puis voilà. Merci beaucoup, Samir. Salut, Samir. Bon, dans un instant. Info zappé sur France Maghreb 2. J'annonce aux auditrices, auditeurs que, effectivement, le temps qui nous est imparti pour consacrer à ce grand débat, très intéressant, recueillir vos doléances et vos propositions. Demain, on fera une grande page d'une demi-heure. On fera donc la possibilité à toutes de pouvoir bien nous transmettre vos doléances, vos propositions demain à 17h30. Soyez là, évidemment, au rendez-vous avec Philippe Bouriachi et Farid Temsamani demain sur France Maghreb 2. Donc grand débat, spéciale page demain à 17h30. Dans un instant, les infos zappées. Et il y a du très lourd, messieurs. À tout de suite. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous et pour écouter notamment la chronique de Yasser Louati pour ceux qui l'ont loupé, parce qu'elle est très intéressante et elle est riche en enseignements aussi, sur la page Facebook Christophe le Grand Forum. N'hésitez pas, ça sera relayé aussi sur le compte Twitter, le Grand Forum FM2. Alors pour l'heure, messieurs, je vous annonce aussi que demain, page spéciale grand débat, parce qu'on a pris part aussi à ce grand débat. Qui d'ailleurs, d'après les statistiques et les chiffres, est très boudé dans les quartiers populaires. Il paraît qu'il n'y a pas beaucoup de débats d'organiser. Bon, ceci étant, nous on a décidé quand même d'y prendre part, de recueillir vos doléances, vos propositions que nous relayerons nous à l'Elysée à l'issue du 15 mars. C'est des propositions que vous pourrez nous faire demain pendant une demi-heure, 17h30, 18h. Donc voilà, créneau réservé pour cet espace. Pour l'heure, les infos zappées de ce jeudi après-midi. C'est les infos qu'on n'entend pas évidemment ailleurs. Non au 5e mandat. On est en Algérie, évidemment. Non au système prédateur. Non à l'illégitimité. Oui au changement radical. Oui à l'état de droit. Oui à la démocratie. Oui à une justice indépendante. Nous, citoyens et citoyennes algériens établis à l'étranger, appelons nos compatriotes à venir au rassemblement qui aura lieu dimanche 3 mars à 12h, place de la République à Paris pour un nouveau rassemblement. Et également à Lyon, samedi 2 mars à 14h devant le consulat général d'Algérie. Marseille, dimanche 3 mars à 14h, Portex. Toulouse, dimanche 3 mars à 14h, place du Capitole. Bon, Montréal, ça peut éventuellement intéresser, on a des auditeurs aussi là-bas. Dimanche 3 mars à 11h, devant le consulat général d'Algérie. Un petit mot là-dessus sur les rassemblements. Et d'ailleurs, on attend énormément de monde demain, messieurs, en Algérie. On s'attend à plusieurs millions de personnes dans les rues d'Alger pour dire non au 5e mandat, Mehdi. Plusieurs millions, je sais pas. Ça me paraît très difficile parce que... plusieurs centaines de milliers.
Voilà, je pense qu'il faut rester sur des chiffres quand même plausibles. J'espère de tout mon cœur que les choses se passeront bien. C'est surtout cela. Parce que là, on arrive, plus la date approche et plus les esprits vont se tendre, naturellement. Et j'espère vraiment qu'il y aura un minimum de bon sens de la part des autorités algériennes qui ne transformeront pas ce jour de contestation légitime en quelque chose de... Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, espérons que les choses se passent bien. Jusqu'ici, la foule algérienne a su faire preuve d'une certaine maturité politique. Elle a su faire preuve, de bienveillance également pour sa ville, de bienveillance pour les habitants. On a vu des étudiants et même des citoyens qui nettoyaient après le passage des. Ouais, magnifique. Voilà, exactement. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de super positif, et je souhaite de tout mon cœur que demain ça aboutisse à quelque chose de superbe, et non pas à quelque chose d'horrible. Est-ce qu'il faut comparer ce qui se passe en Algérie, Yasser, à ce qui s'est passé en 2011 en Tunisie? Non, parce que l'Algérie a tiré une leçon des années noires du terrorisme, et je pense que politiquement, il y a des raisons de croire qu'elle est vraiment mature, et que ce mouvement-là, qui commence très bien, finira par aboutir. Bon, bien sûr, il est soutenu par l'armée. Bon, d'accord. Une partie. Voilà, une partie de l'armée. Mais non, ce qui nous rend quand même fiers d'eux, c'est qu'il n'y a pas de violence, et que on nargue le pouvoir politique. C'est ça qui faisait Cécile. Il y a une vidéo qui circule que j'ai même partagée. On a les policiers qui tirent lacrymogène. Oui. Ils sont littéralement trollés. Zid. Voilà. Avec le vinaigre. Voilà, non, comme si c'était un penalty qui va te tirer. Ouais. Donc là, franchement, bravo à cette légèreté algérienne, et qui nous rend fiers en mettant en place une société civile dynamique et en remplaçant ce pouvoir corrompu, quoi. Précisons qu'il y a eu 15 journalistes d'arrêtés aujourd'hui suite à une manif des journalistes, notamment Leïla Berato, notre consoeur de RFI, mais pas seulement, entre autres, qui a été arrêtée, qui a été la dernière à ne pas être relâchée. Je ne sais pas où ça en est pour l'heure, mais voilà, on suit ça de près. Sinon, dans les infos zappées, loin de la polémique Décathlon, l'association qui gère les championnats du monde de boxe amateur et les épreuves aux Jeux Olympiques vient d'autoriser le hijab dans les combats, messieurs. Ça, c'est la nouvelle du jour. La France, encore une fois, la risée du monde est en retard. Voilà. Mehdi, les boxeuses vont pouvoir combattre avec le hijab sur la tête. Ah, franchement, si j'avais combattre tout simplement, voilà, elles ont envie d'avoir une certaine tenue, elles veulent la porter, ça n'empêche pas la pratique du sport, donc il y a des gens intelligents qui réfléchissent à l'étranger, visiblement. Autre info zappée, la presse israélienne présente comme imminente une annonce importante en pleine campagne électorale de la part du procureur général quant à son intention d'inculper le Premier ministre Benjamin Netanyahou, donc dans les enquêtes de corruption présumées qui le visent. Là, ça pourrait vraiment lui compliquer la tâche concernant la campagne en cours. Mais avec ou sans Netanyahou, la politique et l'occupation israélienne sera la même. Donc oui, c'est vrai que ce serait beau, joli de voir Netanyahou tomber. Mais bon, est-ce que ça changera le destin des Palestiniens? J'en doute. Mehdi, Olmert qui a été accusé aussi, qui a été condamné, me semble-t-il, d'ailleurs il y a quelques années. Au niveau intérieur, on pourrait dire qu'il y a un certain sens de la justice vis-à-vis des politiques, un certain, je dis bien, avec les guillemets possibles en Israël. Le problème, c'est pas le niveau intérieur. Ouais, c'est le niveau. C'est le niveau palestinien, c'est tout. Ouais. Dernière petite info zappée, messieurs, pour aujourd'hui. La réintégration de la Syrie de Bachar el-Assad au sein de la Ligue arabe fera-t-elle partie des questions à l'ordre du jour débattues lors du sommet de la Ligue arabe prévu pour le 31 mars prochain en Tunisie? C'est en tout cas ce qu'affirme Saïda Garache, porte-parole de la présidence de République tunisienne. Elle l'a affirmé. Effectivement, ça va être en débat et en question. Est-ce qu'il faut réintégrer la Syrie dans la Ligue arabe? Oui, non? Négatif. Mehdi? Je pense que Ben Salman en a besoin pour assurer son trône, donc ça va sûrement avoir lieu, oui. Bon, voilà, en tout cas, ça sera en discussion à Tunis le 31 mars prochain, aura lieu la réunion de la Ligue arabe. Merci beaucoup, messieurs, Yasser Louati, monsieur Mehdi Chebaiki, pour votre prestation une nouvelle fois aujourd'hui. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. Salut mon Mehdi. Salut mon cheminot, à bientôt. Demain, à bientôt à tous. Demain, Farid Tensamani, Philippe Boriachi entre autres, et on consacrera donc une longue page au grand débat. Vos propositions, vos doléances demain à 17h30 pendant une demi-heure. On va faire séance de rattrapage là parce qu'on a un peu de retard pour recueillir vos propositions et le relayer par la suite à l'Elysée à l'issue du 15 mars, date limite pour le grand débat. Bonne soirée à tous, merci de votre écoute et de votre fidélité. Rendez-vous demain 16h. Pour l'heure, il est 18h.
Et c'est Benoît Grossin pour l'actualité. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Le président sénégalais Macky Sall réélu dès le premier tour avec 58,3% des suffrages, selon des chiffres officiels provisoires, fermement rejetés par les candidats de l'opposition, lesquels annoncent qu'ils ne déposeront pas malgré tout de recours devant le Conseil constitutionnel, seul habilité dans le pays à proclamer les résultats définitifs. Les manifestations contre un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika ne sont pas tolérées en Algérie ni leur couverture dans les médias. Plusieurs dizaines de journalistes du public et du privé se sont rassemblés aujourd'hui en fin de matinée sur la place de la liberté de la presse dans la capitale Alger pour dénoncer les pressions subies par leur profession, les restrictions imposées selon eux pour le traitement des mouvements de protestation dans le pays. La manifestation contre la censure a été rapidement dispersée par les forces de l'ordre et plusieurs journalistes ont été interpellés. En France, l'agence de presse Reuters envisage de sources syndicales de supprimer 26 postes via des départs volontaires, soit plus de 30% des effectifs dans le cadre d'un vaste plan de réorganisation du groupe dans le monde. Un amendement pour que les pharmaciens puissent vendre en urgence certains médicaments, c'est ce que compte déposer le rapporteur du projet de loi santé à l'Assemblée, le député LRM Thomas Mesnier. Un amendement concernant les médicaments normalement prescrits sur ordonnance que les pharmaciens pourraient donc délivrer le soir ou encore le week-end lorsque les médecins traitants ne sont pas disponibles pour des pathologies bénignes. Une proposition similaire retoquée à l'automne dernier au Palais Bourbon avait suscité une levée de boucliers du côté des principaux syndicats de médecins. Gaël Monfils, qualifié pour le dernier carré du tournoi de Dubaï, connaît maintenant le nom de son prochain adversaire, Stefanos Tsitsipas, le grand espoir du tennis grec âgé de 20 ans, déjà 11e mondial et qui a remporté dimanche dernier à Marseille le 2e titre de sa jeune carrière. Gaël Monfils, 23e mondial, est déjà assuré d'occuper lundi prochain la place de numéro 1 français au classement ATP. C'est la fin de ce flash, je vous souhaite une très bonne fin de journée. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.